Les Africains francophones ont été génétiquement programmés pour demeurer pauvres. Et ça, ce n'est pas un accident. La pauvreté, elle est systémique en Afrique. Et si vous avez pensé que c'est à cause des gouvernements corrompus que nous avons, vous êtes fait avoir par la propagande. La vraie explication se trouve ailleurs. Abonnez-vous, likez et partagez. Je vous le démontre tout de suite sur Be Different. Depuis des décennies et des décennies, l'Afrique francophone, notamment le Cameroun, le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, sont maintenus dans un état de dépendance économique. Vous avez peut-être pensé à la Banque mondiale, au FMI, aux ONG internationales qui nous viennent en aide, ou bien vous avez pensé à la dictature, à la longévité au pouvoir, ou bien à la corruption. Laissez-moi rire. Il y a du partiellement vrai là-dedans, mais il y a aussi du carrément faux. Dans les deux cas, de toutes les façons, vous êtes hors jeu. Des schémas de pensée présentés comme des vérités absolues constituent le véritable carcan, le carcan mental et génétique même d'ailleurs, qui perpétue la pauvreté malgré l'abondance de ressources et de potentiel que nous avons sur notre continent. Déconstruisons aujourd'hui ces mensonges institutionnalisés en nous basant sur le livre How Rich People Think de Steve Siebold, malheureusement un livre qui n'a jamais été traduit en français. Steve Siebold était un athlète professionnel qui est devenu consultant pour les multinationales du milieu des Fortune 500. Il a passé plus de 30 ans à interviewer en plus de 1000 millionnaires et milliardaires, et ce qu'il révèle dans son livre est très intéressant. Attention, il ne dit pas que tous les pauvres pensent de la même façon. Il ne dit pas non plus que tous les riches possèdent les mêmes qualités. Ce qui est important à retenir, c'est que ce qui distingue véritablement les pauvres a très peu à voir avec le hasard ou bien tout ce que nous avons cité plus haut, c'est-à-dire les ONG, le FMI, la Banque mondiale, les gouvernements corrompus et tout ça. Non, au contraire. La différence réside dans une fracture mentale entre les deux, une manière de percevoir le monde, une manière de percevoir l'argent, une manière de percevoir les opportunités. Donc aujourd'hui, nous allons examiner sur la base de ce livre 5 différences fondamentales entre la mentalité des riches et la mentalité des pauvres. Mais restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'ai préparé un cadeau particulier pour chacun d'entre vous. Avant de commencer, 2 précisions importantes. Premièrement, vous le savez, j'ai préparé un résumé PDF de ce livre. Il est déjà prêt, il est disponible dans la boutique. Vous cliquez sur le lien en description, vous allez acheter votre exemplaire qui résume les 100 différence fondamentale entre les riches et les pauvres. Et deuxième précision importante, le livre de Steve Siebold ne traite pas de l'argent. Il dissèque plutôt les 100 processus mentaux et bien sûr, dans la lecture, vous allez vous rendre compte qu'il est exprès provocateur. Il provoque, il attaque, il bouscule ces vérités que nous avons tous acceptées. Donc maintenant, commençons avec le premier point, la première différence fondamentale. Aujourd'hui, nous allons en examiner 5, une fois n'est pas coutume, 5 processus et commençons par le premier processus, la focalisation. Les riches et les pauvres, nous vivons tous dans le même monde, mais pas dans le même monde mental. Nous vivons la même planète, mais nous avons fondamentalement 2 réalités différentes. Pendant que nous, les pauvres et la classe moyenne, nous avons une focalisation sur la sécurité, ce n'est pas le cas pour eux. À la différence fondamentale numéro 14, et regardons quelle est la mentalité des pauvres. Alors bien sûr, comme ça n'a pas été écrit en français, je vais lire en anglais et puis il y aura la traduction quelque part ici à gauche. Poor people spend more time thinking about money than rich people. The problem is poor people spend this time worrying about what they will do if they lose their job, get sick, or exceed their budget through poor planning and bad luck. Most of this worry is a waste of time, not to mention the negative, destructive psychological impact it has on their minds and the psychological havoc it wreaks with their bodies. Living in fear isn't living, it's surviving. Nous, les pauvres, nous pensons constamment à l'argent. Sauf que nous pensons plus au manque de l'argent qu'à l'argent lui-même. C'est une
mentalité de rareté que nous avons, de scarcity, comme on dit en anglais. Et cette mentalité entretient un cycle où nous sommes toujours à la recherche de l'argent et où nous pensons que l'argent est limité. Et le peu que nous avons, nous faisons tout pour le conserver jalousement. Les riches, au contraire, concentrent leur énergie sur l'abondance et l'expansion. Allons à la fracture mentale numéro 15. Écoutons ce qu'il dit. The rich get richer because they know the world is overflowing with wealth distinguished as problems that need to be solved. They know any free market economy will gladly make them as rich as they desire in exchange for solutions to problems. The bigger problems you solve, the wealthier society will make you. The more people who benefit from your ideas, the more abundance you receive in return. Les riches, eux, cherchent donc les problèmes. Mais vous allez me dire, mais Didier, les pauvres aussi cherchent des problèmes. Et c'est vrai. Mais voici la différence. Les pauvres cherchent les problèmes pour déclencher des bagarres, alors que les riches cherchent des problèmes pour les résoudre et ramasser un paquet d'argent au passage. Donc les riches sont génétiquement concentrés à la création de solutions. Les pauvres, nous sommes génétiquement centrés à la création de problèmes. Cette divergence de focus se manifeste généralement dans notre relation que nous avons avec le temps. Nous, les pauvres en général, ils échangent leur temps contre de l'argent, tandis que les riches utilisent le temps pour créer des systèmes qui vont générer de l'argent indépendamment de leur propre présence physique. Pour donc transiter vers la richesse, nous, les Africains, nous devons changer de focus, passer de la gestion de la pénurie à la création de l'abondance. L'idée principale numéro 2, l'origine de la richesse. Il faut travailler dur pour se faire de l'argent. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est un piège. Et c'est une autre programmation génétique que nous, les Africains, continuons de subir et à notre plus grand malheur. Mais où se trouve donc le piège dont je parle ici? Il se trouve dans la définition que nous avons de l'expression « travailler dur ». Allons à la 13e fracture mentale et observons-le. The average person believes the harder they work, the more money they will make. Their linear thinking equates labor and effort with financial success. This is why most people aren't rich. They are following an outdated model of success and are confounded when they reach middle age with little money to show for 20 years of hard work. Oui, on nous a vendu un mensonge historique sur la définition de l'expression « travailler dur ». Pour nous les Africains aujourd'hui, travailler dur signifie fournir un effort physique acharné. C'est ce que Steve Siebold appelle ici « linear thinking », la pensée linéaire, lier le travail physique à la richesse. Si c'était vrai que le travail physique aboutit systématiquement à la richesse, alors les maçons de Douala, les cultivateurs de Ouagadougou ou bien nos mamans dans la maison qui travaillent dur tous les jours seraient des milliardaires. Mais on le sait bien, ils s'épuisent tous pour des miettes. Les riches savent aussi qu'il faut travailler dur pour se faire de l'argent, mais eux, ils ont une toute autre définition de l'expression « travailler dur ». Rentrons à la fracture mentale numéro 3. World-class performers work hard, but not in the traditional sense. Hard work for the wealthy means outthinking their competitors and leveraging the collective brain power of their advisors. The wealthy strategically focus their efforts of the most profitable areas of their business while leveraging their contacts, credibility, and resources to maximize the results of every action they take. Travailler dur pour les riches donc emporte deux idées. Premièrement, l'effet de levier et la deuxième chose, ce que Steve Siebold appelle la pensée non linéaire. La pensée non linéaire consiste à penser en dehors de la boîte, à chercher des moyens de créer des solutions qui puissent toucher beaucoup plus de personnes que notre temps et notre effort physique ne peut réellement le faire. L'effet de levier, lui, consiste
à développer une idée de façon à utiliser les contacts qu'ils ont, la crédibilité qu'ils ont et les ressources qu'ils ont comme pied de biche ou bien comme effet de levier pour trouver des solutions et des partenaires et des gens qui mettront leur argent, donc des investisseurs, pour réaliser l'idée principale qu'ils viennent d'avoir, pour résoudre le problème qu'ils viennent de découvrir. Le principe à retenir n'est donc pas de ne pas travailler dur, au contraire, c'est de changer la définition que nous avons de l'expression travailler dur. Travailler dur voulant dire ne pas vendre son temps et son énergie, mais utiliser la pensée non linéaire et l'effet de levier pour produire de la valeur à une échelle beaucoup plus grande que nous ne pouvons le faire, nous, physiquement, avec notre temps. Mais seulement voilà, une fois que l'échelle devient plus grande, il y a un autre problème. Et ça, c'est le troisième point. La perception morale que nous, les pauvres, nous avons de l'argent. L'un des tabous les plus profondément ancrés dans nos sociétés africaines est la perception morale de l'argent et de la richesse. En Afrique francophone, les religions monothéistes occidentales ont sanctifié la pauvreté et diabolisé la richesse et l'argent, à tel point que c'est devenu pour nous une empreinte génétique. La fracture numéro 4, écoutons ce que Steve Siebold dit. The average person has been brainwashed to believe rich people are lucky and dishonest. The biblical passage that states the love of money is the root of all evil has been misquoted by many to say the money itself is the root of evil. As a result of poor programming and ignorance, the masses are infected with the disease of focusing on lack and limitation regarding money and are uneducated about what it means to be wealthy. Vous connaissez très bien les expressions. L'argent, c'est le diable. L'amour de l'argent ou bien l'argent est la racine de toutes sortes de choses mauvaises. Il est bien plus facile pour un chameau de passer par un trou de déguis qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Heureux les pauvres. Bref, vous connaissez toutes ces expressions, en veux-tu, en voilà. Une autre qui me vient à l'esprit, l'argent ne fait pas le bonheur et toutes les autres. Nous, à nous les masses, on nous a appris à associer systématiquement la richesse à l'immoralité. Et ceci, ça a deux sens, ça a deux objectifs principaux. Premièrement, diaboliser la richesse et deuxièmement, justifier notre médiocrité. Pourtant, de l'autre côté, c'est radicalement différent. Et c'est différent, allons regarder à la fracture numéro 10 dont parle Steve Siebold. The rich sees money as a positive tool that has the power to create freedom and opportunity for themselves and their families. Being wealthy gives them the option to live what author and philosopher Ayn Rand called an unrestricted existence. This means having the ability to do what they want, when they want, with whom they want, for as long as they want, without limitations. It also gives them the freedom to engage in their favorite pastime, no matter how lavish or seemingly impractical to the masses. Donc pour les riches, l'argent, c'est un outil, comme un marteau, comme une clé à molette, comme, je ne sais pas, un clou. Et il ne vous arriverait absolument pas de dire la clé à molette, c'est le diable, ou bien le clou ou l'amour du maître à ruban est la racine de toutes choses mauvaises. Ou bien heureux ceux qui ne sont pas menuisiers parce que le royaume des cieux leur appartiendrait. C'est complètement absurde. C'est aussi absurde pour un riche que de dire l'argent c'est le diable. Parce que l'argent c'est un outil pour créer des entreprises, financer des études, protéger leur famille, investir, soutenir la communauté avec des associations. D'ailleurs, c'est eux qui financent les ONG, résoudre des problèmes à travers le monde. L'argent ne possède pas de morale et c'est stupide de lui en donner. Pour briser donc ce plafond de verre mental, ou bien génétique même d'ailleurs, il faut déconnecter l'argent de toute moralité et le considérer comme ce qu'il est. Il est un simple outil. Et pour y arriver à cela, il faut passer par quelque chose que je répète toujours dans cette chaîne. Et ça, c'est le point numéro 4.
l'éducation. Le culte du diplôme fait des ravages en Afrique. Et pas seulement en Afrique, mais bon, en Afrique, parce que dans le monde entier, c'est vraiment exacerbé, c'est félicité, c'est loué, c'est encouragé. Mais à voir combien de diplômés sont accumulés là dehors et qui sont au chômage. Ils ont des masters, des doctorats, des MBA, mais ils sont là, ils ne font rien. Ils sont sous-employés. Et ce sous-emploi et ce non-emploi et ce chômage, on croit que c'est le gouvernement, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de l'infortune, de la longévité du pouvoir, c'est à cause de la corruption, que tout cela. Non, non, non. Rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux. Parce que dans tous les autres pays que vous connaissez aujourd'hui qui sont riches, qui sont immensément riches, et il y a beaucoup de riches, et il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de longévité au pouvoir. Et on peut les citer comme on en veut. Mais on nous a persuadé, nous en Afrique francophone, que le salut réside dans l'éducation formelle et traditionnelle, dans les diplômes, dans le MBA. Ce n'est pas vrai. La preuve, allons à la fracture mentale dont il parle, la fracture mentale numéro 57. The masses believe formal education is the only education that will help you become successful. When they want to make more money, their company encourages them to go back to school and get an MBA or PhD. Employers are often willing to pay for these advanced degrees. This is one of the most inefficient strategies for increasing your wealth, your income. L'éducation formelle peut être utile. Elle peut même permettre d'acquérir certaines compétences indispensables. Cependant, c'est archi faux de faire croire aux gens que plus on a de diplômes, plus ça nous mène vers la richesse. C'est archi faux. D'ailleurs, on le voit déjà aujourd'hui. Plus on a de diplômes, ce que moi j'appelle des certificats de servitude, si vous suivez ma chaîne, vous le savez déjà, plus on est coincé dans un système pourri qui nous transforme en serviteurs, qui nous rend serviles et qui nous pousse même à le défendre comme un endoctriné qui défendrait la secte qui l'emprisonne pourtant. Les riches, eux, ils opèrent d'une toute autre façon. Toujours dans cette fracture mentale numéro 57, écoutons comment les riches voient les choses. The rich and ambitious are also great fans of self-study through the use of books, audio programs, and other education material. They will educate themselves by interviewing successful people in their field. They will hire personal coaches and consultants. They will tap any form of education available to make their dreams a reality. And they don't need a diploma or a certificate of completion to validate their investment. Je crois que tout commentaire ici est superflu. Nous, les Africains, nous devons choisir individuellement et en toute responsabilité l'éducation qui résout les problèmes réels que nous avons et qui génère de la valeur chez nous. Nos gouvernements ne vont pas faire ça. C'est à nous de le faire et c'est indispensable que nous puissions le faire. Et c'est très très indispensable surtout pour le 5e point que nous allons voir parce que c'est là où se joue l'avenir de l'Afrique. Et ce 5e point, c'est l'éducation de nos enfants. Lisons directement la fracture mentale numéro 87. The average family unconsciously passes down the same limiting beliefs they were taught about money from generation to generation. These are the beliefs that have kept families at the same level of financial success for dozens, if not hundreds of years. The craziest part is these beliefs are rarely, if ever, questioned before they are handed down. This is sad, but true. Ce que nous transmettons à nos enfants conditionne l'avenir, le devenir de l'Afrique que nous voulons bâtir. C'est triste à dire, c'est triste même de le dire, mais en cela, au regard de ce que nous enseignons à nos enfants, l'avenir de l'Afrique est sombre. Parce que qu'est-ce que nous leur transmettons, consciemment ou inconsciemment? Nous leur transmettons que l'argent est difficile à gagner, les riches sont mauvais, il faut simplement trouver un emploi pour survivre, on ne peut pas devenir riche ici. Résultat, lorsqu'un enfant apprend ça depuis son enfance, qu'est-ce qu'il va faire?
Il va considérer cette croyance comme vraie. Et puis donc, il va fuir chez le prédateur occidental pensant que c'est là-bas où tous ces problèmes seront résolus. Et on le voit aujourd'hui, ce départ massif des enfants vers l'Occident, qui est pourtant lui le prédateur. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Il faut donc rectifier ça. Mais il faut rectifier ça en observant comment les riches, eux, ils font. Et comment est-ce qu'ils font? Continuons la lecture de cette même fracture mentale 87. The most financially aware parents teach their kids the truth about money, starting with how misunderstood it is to the general public. They teach them that it is right to want to be rich, and it's also possible for anyone who think big. They educate their kids on how to make money by solving problems and enhancing the quality of other people's lives. The child learns to see money as a positive, productive force for good instead of a weapon of the few to use against the many. Maybe the most important belief they teach their kids about money is the fact that they are smart enough to earn all they desire. No matter what their education level, IQ score, or performance in school, they have everything it takes to become a millionaire. La leçon est claire, simple, limpide et sans ambiguïté. Il faut instiller à l'enfant la mentalité contraire courante aujourd'hui en Afrique. Les enfants doivent être bombardés, sinon même endoctrinés par des trucs comme il est juste de vouloir être riche, n'importe qui peut devenir riche, l'argent est une force positive et productive, tu peux devenir riche quel que soit ton niveau d'éducation. Pour devenir riche, il faut résoudre des problèmes et améliorer la vie des autres. Il faut les bombarder avec ça. On peut d'abord commencer par ça, les bombarder, les endoctriner dans ce que je viens de dire. Tout le monde peut être riche. Tu peux devenir riche, quel que soit ton... Il faut les bombarder avec ça. Même si Edward Powell a dit que, je paraphrase, la meilleure façon d'enseigner un enfant sur les finances, c'est d'être soi-même un modèle. Mais à défaut d'être un modèle, ne soyons pas les tueurs de nos enfants. C'est le moment du cadeau que je vous ai promis au début. Si vous êtes encore là, ça veut dire que ce sujet vous intéresse. Et donc, justement, c'est la raison pour laquelle j'ai préparé, pour vous, j'ai synthétisé 10 piliers majeurs en un PDF que vous pouvez télécharger totalement gratuitement. Il vous permettra de reprendre un peu cette centaine de fractures mentales entre les riches et les pauvres que Steve Siebold a développé dans son livre. Il vous permet de regrouper ça en 10 petits groupes. C'est vrai que c'est pas suffisant, mais c'est déjà un grand maximum. Donc, vous pouvez le prendre. Il est totalement gratuit. Vous trouverez le lien en description, bien sûr. Mais si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, le résumé PDF est préparé. Il est là. Il est pour vous. Il a condensé les 100. Non, pas les 100. Non, il a condensé 75 parce qu'il faut quand même aller acheter le livre de Steven Siebold pour le lire. J'ai condensé dans ce PDF 75 des 100 fractures mentales entre les riches et les pauvres. Donc, c'est disponible sur la boutique. Allez cliquer, achetez votre exemplaire. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion de cette vidéo déjà très longue? La reprogrammation mentale et génétique de l'Afrique francophone en particulier, ce n'est pas un luxe intellectuel que nous pouvons nous permettre. C'est une urgence de survie collective. C'est une urgence de la survie d'Afrique. Nous devons absolument refuser le récit de la fatalité, de la chance ou bien de la victimisation. Dans cette vidéo, nous avons seulement abordé 5 points, mais le livre va beaucoup plus loin. Il aborde, comme je vous l'ai dit, 100 fractures mentales. On parle de l'épargne, de l'investissement, de la vente, de l'emploi, du risque, de la peur, etc. Pour franchir la première étape, prenez déjà le cadeau que je vous ai préparé, les 10 fractures mentales. Prenez-le déjà. Maintenant, pour aller plus loin, pour approfondir, prenez le PDF que j'ai fait des 75, le résumé des 75 fractures mentales et bien sûr, allez acheter le livre de Steve Siebold. Le choix nous appartient aujourd'hui. Nous devons sortir de l'Afrique de cette
pauvreté mentale dans laquelle nous sommes depuis. Je suis Didier Mahem et je fais des résumés de livres pour pousser les Africains à réaimer la lecture grâce à la lecture des livres, à s'auto-éduquer grâce à la lecture des livres, à reprendre la responsabilité individuelle de leur vie pour à terme sortir l'Afrique de la pauvreté systémique dans laquelle nous sommes engorgés depuis plusieurs années, de plusieurs décennies maintenant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous faites un pouce, vous partagez aux personnes à qui vous pensez que ce sera nécessaire. Et bien sûr, ne l'oubliez jamais, c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Continuez à vous éduquer en lisant des livres, en téléchargeant les résumés PDF et bien sûr, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.